Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Depuis plusieurs semaines, gynécologues, obstétriciens, Haut Conseil pour l'égalité femmes-hommes, planning familial ou encore parlementaires de tous bords se mobilisent pour alerter sur les difficultés rencontrées par de nombreuses femmes en matière d'accès à l'IVG. Pendant le confinement, afin d'éviter la contamination de leurs équipes, les plannings familiaux ont été obligés de fermer leurs portes et de fonctionner sur la base d'un service minimum, s'efforçant de répondre au mieux aux demandes des femmes. Plus encore, la plupart des hôpitaux observent quant à eux une baisse d'activité en matière d'IVG. Par ailleurs, le planning familial note, lui, une augmentation de 184% des demandes d'IVG hors délai. Il ne fait donc pas de doute que le confinement a des effets délétères qui se ressentiront encore plusieurs semaines. Vous avez instauré un numéro vert, facilité la téléconsultation ou encore étendu le délai de réalisation des IVG médicamenteuses hors milieu hospitalier. Je m'en réjouis, mais cela demeure évidemment insuffisant. Il est indispensable que chaque femme puisse disposer d'une solution adaptée à sa situation personnelle. L'IVG médicamenteuse est une réponse, mais ce ne saurait constituer à elle seule la solution. Nous avons proposé à plusieurs reprises que pendant la durée de l'état d'urgence et jusqu'à 3 mois après sa cessation, l'IVG puisse être pratiquée au minimum jusqu'à la fin de la 14e semaine de grossesse. Cette mesure portée à titre exceptionnel, répondant au respect du droit à l'IVG, déjà très inégal en période ordinaire, s'est pourtant toujours heurté à un refus du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, allez-vous enfin permettre cette mesure répondant à la détresse qui s'exprime et éviter que la crise sanitaire n'entraîne un recul du droit des femmes durement acquis? Je vous remercie. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, il y a un mois, le Président demandait étrangement aux acteurs de la culture d'enfourcher le tigre. Expression qui enjambe allègrement les 45 milliards d'euros que la culture pèse en termes économiques. Expression déplacée vis-à-vis des plus de 600 000 personnes qui font vivre ce secteur. Pour nombre d'entre elles et pour les gens du spectacle relevant du régime général, je pense aux extras, aux guides, aux gens du catering, aux hôtesses, aux agents de sécurité et j'en oublie, pour eux, enfourcher le tigre, ce sera surtout, après le vote d'un amendement gouvernemental au Sénat, enfourcher le chômage. Et si votre réforme d'assurance chômage n'est pas annulée en septembre, une indemnisation lourdement aggravée pour ces 2 millions de salariés à emploi discontinu. Enfourcher le tigre, pour les théâtres dits publics, c'est surtout enfourcher un système injuste qui ne leur permet pas d'accéder au chômage partiel pour leur contrat d'artiste intermittent. Enfin, enfourcher le tigre pour les intermittents, c'est certes un soulagement avec le renvoi au 31 août 2021, mais on sait tous que la culture sera parmi les derniers secteurs à sortir du confinement. Ils ne bénéficieront donc pas d'une année blanche, mais de 8 ou 10 mois selon la reprise pour faire leurs heures. Et que dire de ces interventions d'artistes évoquées par le Président de la République dans le cadre des vacances apprenantes? Aucune visibilité et un vrai risque de requalification de ces contrats qui les sortiraient de l'intermittence. Monsieur le ministre, tous ces dangers sont devant nous. Alors allez-vous protéger tous les intermittents de l'emploi dans la culture, tous les intermittents du spectacle et aider les théâtres, notamment publics, à passer le cap de cette crise? Faute de quoi, c'est nous tous qui serions privés demain d'une partie de cette magnifique scène française. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre du Travail, après des alertes des organisations syndicales ces dernières semaines, c'est le cabinet Technologia qui a fait paraître il y a quelques jours une étude suggérant que de très nombreux abus au chômage partiel seraient constatés, dispositif dont chacun mesure la nécessité et que pour notre part nous souhaitons voir prolonger. C'est ainsi que pour plus de la moitié des 2720 élus et responsables syndicaux interrogés, eh bien, ils indiquent que de très nombreux salariés sous ce dispositif auraient continué à travailler. Dans le détail, environ 24% affirment que les salariés ont poursuivi leurs tâches à la demande de l'employeur, tandis qu'un quart indique que d'autres salariés ont continué de travailler de leur propre chef par crainte de perdre leur emploi par la suite. Il n'y a évidemment pas d'intention maligne, mais il y avait la responsabilité de l'employeur de vérifier que les salariés ne travaillaient pas. Enfin, certains salariés ont même dénoncé des horaires de travail qui ne correspondent pas au final du tout à la réalité du chômage partiel dans lequel ils étaient censés avoir été placés. Ces chiffres, évidemment, nous interpellent par leur ampleur parce que le soutien de la nation à ces entreprises et à leurs salariés est une forme de pacte avec les Français. Il serait extrêmement grave, en effet,
qu'ils y portent atteinte. Nous savons que pour une part des entreprises, il a fallu s'adapter face à l'ampleur de la crise qui était difficile de mesurer en amont. Madame la ministre, le ministère du Travail a lancé via les directs une grande campagne de contrôle. Pourriez-vous nous dire si cette campagne corrobore cette étude et indiquer à la représentation nationale ce qui relève réellement d'abus intentionnels, manifestes, et ce qui peut être considéré comme une négligence ou des erreurs d'employeurs de bonne foi? Pouvez-vous enfin nous indiquer quelles seront les intentions du gouvernement dès lors que ces abus seraient constatés en termes de demande de remboursement ou éventuellement de poursuite? Je vous remercie, Madame la ministre. Monsieur le Premier ministre, ce matin, le ministre de l'Économie et des Finances a indiqué s'attendre à une chute du PIB de 11% pour 2020. Alors 11%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre gouvernement s'attend à ce que l'économie française retrouve son niveau d'avant-crise, pas une augmentation, mais juste son niveau d'avant-crise, pas avant décembre 2020, voire janvier 2021. Monsieur le Premier ministre, il faut que vous mettiez les cartes sur la table. Est-ce que vous vous attendez à ce que l'économie française ne retrouve son niveau d'avant-crise qu'en janvier 2021, voire décembre 2020? Si oui, quels sont les secteurs, parce que là, je pense qu'il faut que nous attaquions le dur, quels sont les secteurs pour lesquels vous estimez qu'il n'y a pas de redémarrage de l'économie à ce stade et qui ne seront pas au rendez-vous en décembre 2020 et janvier 2021? Je vous remercie. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Membre de la délégation sénatoriale aux Outre-mer, je me fais ici la porte-parole de mes collègues de Guadeloupe et de Martinique qui s'inquiètent pour l'avenir budgétaire des collectivités des Outre-mer. C'est dans un contexte de chute brutale des rentrées fiscales que le Premier ministre a annoncé ce vendredi une garantie des recettes pour les Outre-mer, 110 millions pour les communes, 40 millions pour les régions et collectivités uniques. Des mesures que nous avions très tôt proposées et que nous sommes aujourd'hui satisfaits de voir actées. Mais vous nous proposez une enveloppe de 150 millions, alors que notre collègue sénateur Georges Patient, auteur d'un rapport sur le sujet, parle pour sa part de 200 millions. Quand d'autres experts avancent même la somme de 240 millions, nous sommes donc encore manifestement très loin du compte. Outre ces premières mesures, des experts mandatés par Bercy ont également commis un rapport qui vous propose de remplacer l'octroi de mer par des points de TVA supplémentaires. Madame la ministre, évitons ce débat déstabilisant et anxiogène. Nos collègues vous demandent d'écarter cette option mortifère qui n'a fait l'objet d'aucune consultation. Au lieu de réformer l'octroi de mer, il vous propose de rattraper le niveau des dotations de péréquation, verser dès cette année les 85 millions d'euros qui font défaut aux Outre-mer. Il vous suggère de préfinancer le FCTVA pour toutes les collectivités ultramarines et pas seulement pour Mayotte. Il souhaite que soient versées de manière anticipée certaines ressources aux collectivités comme la DGF et que soient intégralement compensés les allègements de taxes de séjour et de cotisations foncières. Il vous demande enfin d'anticiper la crise sociale à laquelle feront face les départements et de supprimer les contrats du pacte de Cahors. Madame la ministre, quelle réponse pouvez-vous faire à ces légitimes demandes? Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, je m'exprime ici au nom du groupe socialiste et plus particulièrement au nom de mes collègues de Seine-Maritime et du Val-de-Marne. L'État a garanti un prêt de 5 milliards d'euros à Renault, tandis que lui a annoncé un plan d'économie avec 4 600 suppressions de postes en France et la restructuration de 6 usines. Nous nous félicitons que la colère des salariés de Maubeuge et la mobilisation de tous les élus du territoire avec qui j'étais samedi aient été entendues et des garanties aient été apportées. Néanmoins, nous restons vigilants, d'autant plus que d'autres sites sont toujours en sursis. À Dieppe, il n'y a aucune garantie de la pérennité de l'usine alpine. À Choisy-le-Roi, la fermeture de ce modèle d'économie circulaire est une aberration. Sans compter la cession de la fonderie de Bretagne à Caudan, les craintes à Cléon et à Sandouville. Nous ne pouvons nous en satisfaire et nous continuons de demander des contreparties ambitieuses socialement avec le maintien de tous les emplois et de tous les sites. Les relocalisations devraient le permettre. Il faut en effet rompre avec 30 ans de délocalisation. Mais nous avons aussi besoin d'un État qui favorise un large investissement, insuffle une stratégie pour la filière automobile et la réindustrialisation du pays,
en accélérant la recherche-développement pour favoriser l'innovation au service de l'écologie. L'industrie et l'industrie automobile doivent se verdir pour respecter les accords de Paris et l'engagement de mettre fin à la vente de véhicules thermiques. Aussi, Madame la Ministre, l'État actionnaire majoritaire de Renault va-t-il imposer des exigences écologiques? Les aides publiques aux entreprises seront-elles enfin conditionnées au respect des critères sociaux et environnementaux?